8 chez Ipsos. Bienvenue sur les chaînes parlementaires pour cette grande soirée spéciale consacrée à la primaire de la gauche. Un vainqueur ce soir, Benoît Hamon. Il sera le candidat socialiste à l'élection présidentielle. Benoît Hamon qui arrive en tête avec 58,65% des voix devant Manuel Valls, 41,35%. Avec moi évidemment, Michael Zamès. Bonsoir Brigitte, on vous présente le dispositif exceptionnel. Ce soir sur les chaînes parlementaires, nous sommes en direct de la Haute Autorité depuis le siège du Parti Socialiste avec Ludovic Faux. Il va nous faire vivre en direct la fameuse poignée de main qui est attendue entre les deux candidats. Nous serons également en direct avec Valérie Brochard depuis la salle de la Mutualité avec les partisans de Benoît Hamon et Delphine Girard à la Maison de l'Amérique latine. Là, la fête est un peu moins prononcée avec les partisans de Manuel Valls. Benoît Hamon qui a évidemment tout de suite pris la parole après sa victoire. Il a tout de suite appelé au rassemblement. On va écouter les premiers mots de Benoît Hamon. Ce soir, la gauche relève la tête, elle se tourne vers le futur et elle veut gagner. S'il existe des différences, les idées en partage sont si nombreuses. Jamais les forces de progrès ne perdent à se parler, à construire ensemble. Dès lundi, je proposerai donc à tous les candidats à cette primaire, mais aussi à tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche et l'écologie politique, en particulier Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, de ne penser qu'à l'intérêt des Français au radicaux. Alors, on va du coup aller voir Valérie Brochard. On imagine que c'est la fête à la Mutualité avec les partisans de Benoît Hamon. Oui, absolument. C'est vraiment une ambiance de fête ce soir. Beaucoup de sourires, une musique toujours aussi forte. Vous l'entendez certainement. Il y a beaucoup de militants, beaucoup de jeunes qui sont là ce soir. D'ailleurs, Benoît Hamon les a salués. Vous l'avez entendu à la fin de son discours. Ils ont acclamé leur champion, ils sont en train de danser juste derrière moi. Alors voilà, Benoît Hamon, vous l'avez entendu, il avait plutôt des mots apaisés, il semblait très serein. Il a parlé évidemment de différences pas irréductible avec Manuel Valls. Il espère évidemment un rassemblement. Il est actuellement encore dans sa loge avec ses plus proches comme Monsieur Hanotin, Monsieur Cherki et il se prépare à aller vers Solferino. Merci Valérie Brochard. Manuel Valls a aussi pris la parole pour acter la défaite. Il a tout de suite souhaité bonne chance à Benoît Hamon. On l'écoute. Benoît Hamon l'a emporté nettement. Et je tiens chaleureusement à le féliciter. Je l'ai appelé il y a un instant et nous nous retrouverons dans un instant rue de Solferino. J'ai depuis toujours le sens de l'action collective et de la loyauté. Je suis profondément attaché au respect des engagements pris. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique et il lui appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement. Je veux lui souhaiter bonne chance pour le combat qui est devant lui. Et Delphine Girard, vous êtes donc à la Maison de l'Amérique latine avec les amis, les proches de Manuel Valls. Pas vraiment la fête là pour le coup. Non, Mickaël, effectivement, d'ailleurs, l'entourage de Manuel Valls a quasiment quitté les lieux très rapidement après le discours de Manuel Valls. On l'a entendu empreint d'émotion. Les quelques militants présents ce soir ont largement applaudi l'ancien Premier ministre pendant de longues minutes. C'était un moment émouvant, puis très vite silencieux, puisque après ce discours, je le disais, Manuel Valls est parti rue de Solferino, accompagné de ses équipes. Il y a eu très peu de réactions à la presse. Alors on a entendu effectivement à la fois la volonté de s'investir dans cette campagne, mais aussi le temps de la réflexion qui est peut-être venu pour Manuel Valls, le temps du recul. Il doit aussi consacrer du temps aux siens. Voilà ce qu'il a dit. Manuel Valls qui était accompagné ce soir de son épouse, de sa mère et de ses enfants pour lui permettre certainement de l'accompagner dans ce moment difficile ce soir pour lui. Merci Delphine Girard et on rappelle donc le score de ce soir pour le vainqueur Benoît Hamon. Il remporte donc cette primaire socialiste et sera le candidat socialiste à l'élection présidentielle. Victoire de Benoît Hamon avec 58,88% des voix devant Manuel Valls, 41,12%.
On va en parler à présent avec nos invités sur ce plateau. Alain Richard, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur socialiste du Val d'Oise, soutien de Manuel Valls. Pascal Perrineau, vous nous avez rejoint, politologue, professeur à Sciences Po. Michel Pouzol, vous êtes avec nous également, député socialiste de l'Essonne, soutien de Benoît Hamon. Et Jean-Daniel Lévy du département politique Opinion Interactive. On l'a vu, surprise ou pas ce soir pour cette victoire qui était déjà presque annoncée déjà un peu la semaine dernière? Surprise si on regarde ce qu'on Au niveau du score, devait considérer il y a à peu près un mois ou un mois et demi. Là, vu la dynamique issue à l'issue du premier tour, pas de 58,88. C'est un score élevé quand même. C'est un score élevé, mais qui est en cohérence et dans une droite ligne de ce qu'on pouvait entrevoir à l'issue du premier tour du scrutin et de ce qu'on a pu voir également dans le cadre du débat d'entre-deux tours qui avait été perçu de la part des personnes qui avaient regardé, de ceux qui avaient l'intention d'aller voter, comme étant plutôt réussi par Benoît Hamon, avec une vraie évolution des sympathies socialistes. Les premiers enseignements de la soirée, Pascal Perrineau. Au-delà de la cohérence sur laquelle insiste Jean-Daniel Lévy, au regard des rapports de force du premier tour, en effet, il y a quelque chose qui doit dépasser la seule galaxie socialiste. Toutes ces élections qui viennent après, les unes après les autres, deviennent un véritable cimetière des éléphants. C'est-à-dire, c'est avant tout sortez les sortants. Tous les premiers rôles sont sortis. Cécile Duflot, Nicolas Sarkozy et maintenant aussi Manuel Valls, l'ancien Premier ministre. Il y a tout de même là, dans les électorats de droite, du centre, de l'écologie... un besoin de renouveau. Bien sûr, un besoin de renouveau. Et puis, au-delà du besoin de renouveau tout de même, un réflexe qui est, voilà, sortons les premiers rôles, sortons les sortants. Michel Pouzol, vous soutenez, vous, Benoît Hamon. Est-ce que vous attendiez à une victoire aussi éclatante de votre champion ce soir? Ce serait un peu prétentieux de dire qu'on s'attendait à ce résultat-là, parce que je note qu'effectivement, ce résultat est en cohérence avec les résultats des premiers tours, mais, et vous avez oublié de le dire, avec une participation de, je crois, 22% supérieure. Donc, c'est-à-dire que c'est pas simplement un mathématique report de voix, il y a aussi une vraie dynamique qui s'est créée autour de la candidature de Benoît, et elle se traduit aussi dans la participation. Et ça, c'est important parce que c'est très nouveau. Et vous le disiez, ce n'est pas une affaire socialiste, contrairement à ce qu'on a voulu le faire croire, parce que la majorité de ceux qui sont venus voter sont l'électorat de gauche, mais pas forcément, et certainement pas en tout cas encartés au Parti socialiste, parce que nous sommes beaucoup moins nombreux que ça. Donc c'est un mouvement aussi dans la société qui est intéressant, qui sera intéressant d'analyser plus loin pour vous, messieurs, mais je pense qu'il aussi porte en soi des germes d'une nouvelle histoire qui va commencer ce soir pour cette élection présidentielle. C'est une victoire de Benoît Hamon. Et c'est pour la gauche. C'est aussi la défaite aussi de Manuel Valls ce soir. Oui, tout à fait. Moi, je préfère toujours compter en nombre. Parce que derrière ces chiffres, il y a des personnes qui sont venues voter, qu'il faut respecter et qui ont joué un rôle. Vous voulez parler de la participation. Donc nous avions, quand on regardait les expressions des candidatures du premier tour, nous avions quelque chose de l'ordre de 300-350 000 voix d'écart entre ce que pouvait attendre Manuel Valls et ce que pouvait attendre Benoît. Bon, je pense que sur les très près de 2 millions de suffrages qu'on va finir de compter demain, on retrouvera cet écart de l'ordre entre 300 et 400 000. Ce qui veut dire qu'il y a eu un surcroît de participation d'électeurs qui souhaitaient soutenir soit l'un, soit l'autre, et qui a maintenu cet écart assez important en faveur de Benoît Hamon, compte tenu en particulier... Donc c'est la victoire des frondeurs ce soir, Alain Richard? C'est la victoire, non. Enfin, on peut dire tout ce qu'on veut. Ma conviction personnelle, c'est que l'essentiel du débat portait sur la politique économique et sociale depuis 2012. Et que Benoît a exprimé, avec sa façon, avec son approche, une politique économique et sociale alternative qui a entraîné un grand nombre d'électeurs de gauche qui pourtant avaient continué à soutenir le PS. Qui pourtant avaient continué à voter pour le PS. Je vous rappelle qu'il y a moins d'un an et demi, il y a 14 mois, aux élections régionales, le PS, avec les mêmes critiques que celles qu'on a entendues, faisait 24% des voix. Aujourd'hui, on en est loin. Le rassemblement, parce que maintenant, donc, on n'a que ça à la bouche. Je pense que parmi ces électeurs-là, et là je diverge un peu de Michel, moi je pense que ce que j'appelle les passagers clandestins, si vous voulez, les gens qui sont venus voter à la primaire avec l'intention de voter pour un autre que le candidat socialiste, sur les 2 millions, si on en trouve 200 000, à mon avis, ça sera le maximum. On va demander à Jean-Daniel Lévy. La grande majorité de ces gens
Qui s'est déplacé ce soir, c'est ça, hein, Jean-Daniel Lévy? 8 à 10 millions d'électeurs au premier tour, si on a une chance de percer. Je pense que dans les 8 ou 10 millions, on retrouvera, à très peu d'exceptions, c'est possible, ça, Jean-Daniel les Lévy 2 millions qui sont venus voter là. Oui, c'est possible. C'est encore plus possible parmi les personnes qui ont voté pour la primaire de la gauche que pour ceux qui ont voté pour la primaire de la droite. Ouais. Dont on sait qu'à droite, il y avait une partie des électeurs de gauche qui s'étaient déplacés. Est-ce qu'il y a quand même des sympathisants de gauche, au-delà des sympathisants socialistes, qui sont déplacés en nombre quand même pour ce scrutin? Quand on l'avait vu dans le cadre du premier tour, en tout cas, sur 100 personnes qui s'étaient déplacées, 37 venaient ou en tout cas se déclaraient avant tout et en priorité proche du Parti socialiste. Donc on a vu effectivement une frange électorale qui était plus élargie que le cœur de l'électorat du Parti socialiste. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas inintéressant, c'est que la primaire qui avait été organisée par la droite et par le centre était composée pour moins d'1 sur 2 d'électeurs qui se déclaraient proches du Parti central, à savoir les Républicains. Donc on est face à des consultations électorales qui sont aujourd'hui minoritaires en termes de participation, mais qui en termes de structure font que ce ne sont pas forcément les formations politiques centrales qui marquent complètement l'enjeu du scrutin. Michel Pouzol, après on parlera du Rassemblement. Oui, moi je un point là-dessus. Un point là-dessus, parce que j'ai été très surpris, moi, durant cette campagne. On vient de très loin, quand même, avec Benoît Hamon, au mois de juillet. Je pense que si on avait dit à tous ceux qui sont là qu'au mois de juillet, que nous serions en train de faire ce débat, vous m'auriez pris pour un joyeux fou. Mais ce qui m'a beaucoup surpris pendant l'avancée du débat, au fur et à mesure des semaines, quand on n'était même pas dans l'horizon des sondeurs, c'est ceux qui arrivaient à nous rejoindre sur les propositions. Les associations d'exclus, les associations qui travaillent dans le caritatif, dans l'économie sociale et solidaire, les jeunes, autant de publics qui ne croyaient plus au projet socialiste, à tort ou à raison, du fait du résultat du quinquennat, qui petit à petit sont agrégés. Et quand je disais ça dépasse largement le Parti socialiste, je ne voulais pas dire que je crois qu'il y a eu un vote d'adhésion plus qu'un vote de rejet de Manuel Valls globalement. Et c'est l'écart. L'écart, il se situe sans doute. C'est la question du rassemblement qui va se poser quand même ce soir. Il est temps d'en parler de ce rassemblement. Ce rassemblement, Alain Richard, est-ce que vous êtes prêt à faire la campagne de Benoît Hamon? Oui, j'insisterai sans doute plus sur certains aspects du programme sur lesquels nous sommes rassemblés que sur d'autres. Nous allons garder, et ça va se développer dans la campagne, parce qu'on sera en confrontation avec des concurrents qui voudront défendre leurs arguments et qui nous attaqueront. Nous allons garder, à mon avis, une difficulté qui vient du passé, y compris de l'élection de 2012, et puis de tous les débats que nous avons eus, devant le public et devant la sympathique presse qui nous aide à nous rassembler, de savoir si la politique économique et sociale qui a été tenue entre 2012 et 2017, qui a d'ailleurs varié, était entièrement à rejeter, et si celle qui est invoquée maintenant par Benoît peut réussir. Mais c'est la ligne de Benoît Hamon qui vient de l'emporter ce soir, Alain Richard. Simplement, il ne vous échappe pas que ensuite les autres vont en discuter. Et vous d'ailleurs, et tous vos collègues, pardonnez-moi, tous vos collègues des rubriques économiques vont commencer demain matin à expliquer que cette politique n'est pas crédible. Elle n'est pas crédible, cette politique. Il faudra bien qu'on argumente. Vous savez, dans l'histoire de notre pays, les politiques pas crédibles, elles ont été nombreuses. Ça a été la sécurité sociale, les retraites, les 35 heures. Et puis ce qui était crédible, c'était le retour de la croissance, c'était la baisse des déficits, etc. On a bien vu que pour l'instant, depuis les 20 dernières années, ce qu'on nous a vendu de crédible n'a pas fonctionné. Essayons de partir sur un autre projet. Maintenant, ce que je dis, c'est que là, nous sommes à la sortie de primaire. Mais le programme, on a la base de ce que va être le programme présidentiel. C'est le corpus, mais il y a encore beaucoup de choses, et vous avez raison, beaucoup de sujets qui nous rapprochent. On l'a vu d'ailleurs dans le débat mercredi soir. Il y avait un certain nombre de sujets qui n'étaient pas si éloignés. Donc il va falloir qu'on se concentre autour de ce qui nous rassemble, et puis à nous aussi de faire la preuve que ce qui paraît aujourd'hui impossible, nous sommes obligés d'être réunis. Si nous ne sommes pas réunis au Parti socialiste, mais bien plus large que ça, alors effectivement, le scénario d'un deuxième tour sans Parti socialiste existe, sauf qu'aujourd'hui, je pense que nous venons d'ouvrir une fenêtre pour qu'il y ait un autre scénario puisse exister. Pascal Perello, on n'a pas évoqué Emmanuel Macron quand même. Il y a quand même beaucoup d'élus socialistes tentés à rejoindre Emmanuel Macron. Oui, non, certainement, et déjà avant la primaire. Simplement, le résultat de la primaire risque d'ouvrir chez certains une possibilité de ralliement qu'ils n'auraient pas envisagé de la même manière si cette primaire avait choisi Manuel Valls. Mais surtout, on a écouté les deux candidats, le gagnant, Benoît Hamon, et le perdant, Manuel Valls.
Et là, il y a sur le fond quelque chose qui les différencie profondément. Benoît Hamon, le vainqueur, dit voilà, mes premières initiatives, je vais prendre contact avec Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Et pas Emmanuel Macron, pas un mot sur Emmanuel Macron. On reste dans l'épure de l'Union de la gauche, un parti socialiste fermement ancré au cœur de l'Union de la gauche. Si vous écoutez attentivement Manuel Valls, il dit 3 choses intéressantes. Il dit tout cela marque que le réformisme n'a pas été collectivement assumé, premièrement. Deuxièmement, qu'il y a des germes de décomposition politique à gauche. Vous voyez, à droite comme à gauche, a-t-il dit. On n'est pas du tout dans la même vision, diagnostic, analyse de la gauche. Et enfin, il dit un cycle politique s'achève. On vous coupe Pascal Perrineau, il y a cette poignée de main historique entre Manuel Valls et Benoît Hamon. Et Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui fait le lien entre les deux gauches ce soir, entre les deux hommes. On parlait de deux gauches irréconciliables, elles viennent de se serrer la main. Peut-être que ça augure d'un rassemblement prochain. C'est un signe, Alain Richard. C'était l'image attendue, hein, bien sûr. Oui, on est des militants conséquents. Ce sont des dirigeants qui ont le sens des responsabilités. Donc c'était certain que ça aurait lieu. C'est un rassemblement de façade. C'est tant mieux si vous arrivez à présenter ça comme une surprise. Et demain. Mais pour nous, c'était une évidence. Mais c'est une évidence, c'est un rassemblement de façade. Non, c'est un rassemblement de convictions, des gens qui sont des socialistes et qui veulent que le mouvement socialiste continue à convaincre et à entraîner, avec des choix qui sont en partie différents et sur lesquels, comme disait Michel tout à l'heure, il y aura des... Ça n'a pas duré très longtemps, la poignée de main, on ne s'est pas éternisé non plus. L'image est sympathique, et moi j'ai beaucoup de sympathie, parce qu'il est dans mon département, pour Manuel Valls, que je connais depuis mes premiers pas en politique, donc voilà, c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, et je pense à mes amis essoniens qui ont fait un autre choix que moi, parce que je pense qu'ils doivent être tristes ce soir, et qu'on va travailler quand même ensemble pour le rassemblement. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'on ne peut pas demander au soir d'une fin de primaire qui a été engagée, parfois musclée, de dire allez, on fait comme si de rien n'était, on s'embrasse et puis on repart pour demain. Aujourd'hui, c'est un soir marquant, c'est une surprise pour beaucoup. Le résultat est une surprise et l'ampleur mais c'est demain que les choses commencent sérieusement. Et le rassemblement dont on parlait, les points de convergence, alors la manière de travailler ensemble, c'est demain qu'on va commencer qu'est-ce que vous êtes prêt à faire dans le clan de Benoît Hamon pour rassembler ces deux gauches? Je vais vous dire, pour rassembler, il ne suffit pas de le décider. Il ne suffit pas de dire, voilà, c'est d'abord d'ouvrir un dialogue. Et nous, on est assez forts pour dialoguer, pour faire des synthèses parfois. Donc je pense que demain, c'est ce qui va commencer. Il y a des points qui, effectivement, sur lesquels on aura du mal à se retrouver, je pense. Comme sans doute le revenu universel, mais encore... Le 49.3 citoyen. Le 49.3 citoyen. Encore que je pense que nous avons maintenant à faire preuve... Vous savez que ça cristallise les débats. Hein, la laïcité, c'est un autre sujet, et je pense qu'on n'est pas si éloigné que ça, mais que l'interprétation qui, en fait, est la récupération de la laïcité aujourd'hui, est un sujet qui est beaucoup plus grave que certaines de nos divergences supposées. Mais sur les deux autres points dont je viens vous parler, nous avons aussi, nous, à faire preuve de souplesse. Non, de pédagogie, parce que peut-être que nous allons rentrer plus dans le détail, notamment sur le sourire d'Alain Richard. Notamment sur le revenu universel. Moi, je vais vous dire, le revenu universel, hors débat, comme celui-ci, je le porte intimement, et je le porte tout le temps dans la société, avec des gens qui sont des entrepreneurs, de droite comme de gauche. Eh bien, quand on prend le temps d'en parler, on se rend compte que la zone de divergence, et notamment sur la faisabilité, est beaucoup moins grande que ce que l'on pense. Donc, c'est ce travail qu'on va engager. En étant ouvert aussi à entendre ce que nos partenaires vont nous dire. Mais si on ne le fait pas, alors effectivement, l'espoir que la gauche va ressentir aujourd'hui, le peuple de gauche, je crois, ressent un véritable espoir aujourd'hui, il faut le transformer. Jean-Daniel Lévy, il n'y a pas deux lignes complètement opposées, diamétralement opposées ici sur ce plateau? Peut-être tel que ça peut être perçu, mais ce qui est assez manifeste, c'est que les électeurs, lorsqu'on les a interrogés, n'avaient pas forcément le sentiment qu'il y avait deux lignes politiques absolument opposées. Plutôt la perception qu'il y avait deux styles qui étaient différents, et puis également des interrogations sur les aspects qui peuvent être les aspects de cohérence. Aujourd'hui, que les électeurs soient d'accord ou pas d'accord, ils disaient au moins, quand Benoît Hamon nous parle, on a le sentiment que le débat sur les 32 heures, la manière dont il pouvait nous parler de la croissance, le rapport à l'écologie, le rapport au revenu universel, ça faisait une forme de cohérence générale, et avec un peu plus de doutes concernant Manuel Valls, et notamment avec son entrée en campagne dans le 49.3. Il y en a un qui aurait pu être candidat, c'est Gérard Filoche. Il est en direct avec nous, avec Valérie Brochard. C'est à vous, Valérie. Oui, vous m'entendez ?
Oui, je suis avec Gérard Filoche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous n'avez pas pu participer à cette primaire et pourtant, sans rancune, vous êtes là ce soir à la Mutualité. Est-ce que vous soutenez le programme de Benoît Hamon? Ah bah écoutez, c'est la victoire de la gauche socialiste tout entière. C'est la victoire des militants, des associations, des syndicalistes, de tous ceux qui souffraient sous la politique de François Hollande et de Manuel Valls, qui ont manifesté contre la loi El Khomri, qui ont manifesté contre le CICE, qui voulaient qu'on donne aux gens et non pas à la finance. C'est leur victoire. Ils ont dit à la direction du Parti socialiste, vous vous êtes trompés depuis 5 ans. Et moi, évidemment, je le dis depuis l'année dernière, je disais à François Hollande, retire-toi. Après, on m'a dit, va y avoir Manuel Valls. J'ai dit, il va être battu. Comprenez ce qui se passe dans le pays. La gauche, en fait, est majoritaire et elle cherche une issue. Elle veut éviter Fillon et Le Pen. Donc Benoît Hamon, depuis le début, il avait tout compris, il avait tout vu. Bah écoutez, tous ceux qui se sont battus pour avoir une primaire, tous ceux qui se sont battus pour que ce soit une grande primaire unitaire, tous ceux qui se sont battus pour qu'il y ait l'unité de toute la gauche, et tous ceux qui ont dit non au CICE, non à la loi El Khomri, oui, on veut redistribuer les richesses, on veut augmenter les salaires et prendre sur les... Bah tout ça, voilà, c'est la victoire aujourd'hui. Vous avez voté Benoît Hamon, vous, pendant cette... Bien sûr, madame, j'ai voté. Est-ce que vous croyez maintenant à ce rassemblement? Mais j'y crois, vous savez, les gens vont le vouloir maintenant. Ils avaient peur, ils disaient c'est foutu. Mais maintenant, il y a de l'espoir qui arrive. Donc ils vont dire on ne va pas le gâcher cet espoir. Je vous parie que demain, il y aura des gens qui diront Yannick, Jean-Luc, Benoît, rassemblez-vous. Faites un programme commun de gouvernement et ensuite une liste aux législatives sur la base de ce programme. Faites de quoi gouverner de 2017 à 2022, à gauche cette fois. Faites, mais est-ce possible? Bien sûr c'est possible. Pourquoi vous doutez? Vous croyez que Fillon va gagner avec ce qu'il représente? Il est en décalage par rapport à notre société en plus de la corruption. Et vous voulez laisser Le Pen gagner? Vous voulez qu'elle aussi elle est corrompue? Il y a le même type de problème que François Fillon. Et vous voulez laisser ces gens-là qui sont soit des milliardaires, soit des millionnaires, la haute nous diriger. Ceux qui viennent de gagner aujourd'hui, c'est pas la haute, c'est les salariés. Et ils vont avoir une force, une envie, un besoin de ne pas se laisser faire. En tout cas, moi je vais essayer de l'incarner derrière Benoît Hamon, je vous le dis tout de suite. Je vous remercie beaucoup. Merci Je vous en prie. Merci. Merci Valérie. Et l'image de cette soirée, c'est cette poignée de main qui a eu lieu il y a quelques minutes, rue de Solferino, au siège du Parti socialiste, entre Benoît Hamon et Manuel Valls. Benoît Hamon, donc candidat à l'élection présidentielle, gagnant de cette primaire. Manuel Valls défait, ancien Premier ministre. Et vous voyez au milieu celui qui peut faire peut-être l'union, celui qui fera le trait d'union, en tout cas, Jean-Christophe Cambadélis. Poignée de main historique et ce sera l'image de la soirée. Nous partons tout de suite retrouver Delphine Girard qui se trouve aux côtés de Philippe Doucet, député socialiste, soutien de Manuel Valls. Oui, Brigitte, avec Philippe Doucet, porte-parole de Manuel Valls, on vient de voir la poignée de main entre Benoît Hamon et Manuel Valls, rue de Solferino. Est-ce que c'est le signe bien que Manuel Valls va s'engager massivement, franchement, derrière Benoît Hamon pour faire campagne? C'est déjà le signe que Manuel Valls, il est classe. Il a souhaité bonne chance à Benoît Hamon, il l'a félicité, ils se sont appelés, ils viennent de se serrer la main. C'est dans cette logique de rassemblement après cette primaire, c'est un signe important. Et donc Manuel Valls éclose ce soir. C'est déjà un point très important que les relations entre les deux hommes, que cette courtoisie politique dans la même famille existe et se pérennise. Après, sur comment va se passer la campagne, c'est la règle, c'est que c'est le vainqueur qui maîtrise sa victoire, qui la dépasse et qui la gère. Donc c'est Benoît Hamon qui a les cartes. Vous croyez encore à ce rassemblement? Il est possible? Oui, je le crois tout à fait possible parce que on a une épée dans les reins et c'est à ce moment-là que les socialistes sont les meilleurs. Et l'épée dans les reins, c'est que personne n'a envie d'être spectateur d'un deuxième tour François Fillon et Marine Le Pen. Donc c'est vraiment à nous aujourd'hui de travailler tous ensemble pour que la gauche puisse être présente au plus haut niveau dans cette élection présidentielle. Manuel Valls parler des germes de la décomposition, ça veut dire quoi? Comment vous l'interprétez? Il y a un risque de mort pour la gauche, c'est d'ailleurs ce qu'avait dit une fois Manuel Valls. Évidemment, la gauche n'est pas obligatoirement en excellent état, mais enfin, nous avons eu aujourd'hui 2 millions d'électrices et d'électeurs. Je pense que c'est un résultat très important que je tiens à souligner, puisqu'on nous annonçait à moins de 500 000 électrices et électeurs, et là, ce n'est pas le cas. Donc, on a eu, certes, moins important qu'en 2011, mais on a eu quand même un succès populaire. Donc, il y a quand même 2 millions de personnes en France qui se disent, voilà, la gauche, le Parti socialiste, doit continuer d'exister pour porter quelque chose dans ce pays. Ça donne aussi de la force, et à Benoît Hamon, et aussi à Manuel Valls, qui fait quasiment le score qu'avait fait Martine Aubry en 2011. Donc ça veut dire aussi que Manuel Valls continuera à compter dans les mois et dans les années qui viennent.
Quel rôle vous lui voyez à Manuel Valls? On a entendu qu'il parlait de recul, de réflexion. Il peut encore continuer une carrière politique selon vous? Oui, bien sûr, bien sûr. Là, il a été sous le feu depuis 2012, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, qui est une fonction très épuisante. Il est candidat à la primaire. Il est normal qu'il prenne un peu de recul pour réfléchir. Et puis ça, il en discutera avec ses proches. Merci beaucoup Philippe Doucet d'avoir été en vous. direct sur les chaînes parlementaires. Merci Delphine Girard. Et puis retrouvons maintenant les résultats de cette soirée avec la victoire de Benoît Hamon ce soir à la primaire de la gauche avec 58,89%. Ça vient d'être actualisé sur 76% des bureaux de vote contre 41,11% pour Manuel Valls. Et puis sachez que pendant ce temps-là, François Hollande a tweeté le président qui félicitations à cette formidable équipe de France. Nouvelle championne du monde, équipe de France de handball. Le président qui finalement n'aura pas du tout souhaité intervenir dans cette primaire socialiste. Oui, un autre tweet, celui de Jean-Luc Mélenchon. La victoire de Benoît Hamon signifie l'hégémonie culturelle de mon discours. Voilà, pour le rassemblement, qu'est-ce que vous en pensez, Michel Pouzol? C'est pas gagné. L'union, la discussion, c'est jamais gagné. À gauche, on est spécialiste de ça. On a réussi des challenges bien plus importants dans l'histoire. Et donc, je ne vais pas m'arrêter à la petite phrase de Jean-Luc Mélenchon. Je comprends bien que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, n'est pas... Tout commence ce soir. Mais bien sûr, parce qu'il n'est pas super content de ce résultat-là. J'imagine qu'il aurait été plus facile pour lui de dérouler son tapis et son discours classique face à Manuel Valls. Bon, c'est comme ça. Je pense qu'il va être obligé aussi d'écouter ses propres soutiens. Ce qui se passe quand même aujourd'hui, et ce qui est très important, c'est les 2 millions de Français qui sont venus voter, parce que la légitimité, elle vient d'un score net et précis, assez important, et de 2 millions de personnes. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron, dont on parlait, sont autoproclamés. On crée des vous on va être obligé de vous couper. On va repartir à la haute autorité où se trouve Ludovic Faux. Ludovic, vous êtes aux côtés de Christophe Borgel, monsieur élection au Parti socialiste. Oui, Christophe Borgel, qui est le président du comité d'organisation de cette primaire. Alors, on l'a vu il y a quelques minutes ici, la poignée de main entre Benoît Hamon et Manuel Valls. Elle a été furtive, cette poignée de main, mais elle était nécessaire. C'est marrant, cette primaire. Hein. On nous a dit qu'elle n'aurait pas lieu, puis qu'il n'y aurait pas assez de bureaux de vote, puis qu'il n'y aurait pas assez de volontaires, puis qu'il n'y aurait pas assez de votants. Puis on nous a dit qu'il n'y aurait pas le rassemblement. Et maintenant, vous trouvez que la poignée de main était furtive. Moi, je l'ai trouvée chaleureuse, souriante. Cette primaire... c'est la première pierre du rassemblement indispensable de la gauche et du camp progressiste. Il y a encore du chemin à faire. Mais avec la mobilisation de ce soir, la tendance à la division commence à s'inverser. C'est ça que je veux retenir. Vous pensez que la dynamique créée par cette primaire va être suffisante pour rassembler au-delà du PS, plus largement à gauche? Ce soir, Benoît Hamon, il a lancé un appel à Yannick Jadot, à Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il faudra continuer à travailler au rassemblement de l'ensemble de la gauche et du camp progressiste. C'est à notre candidat, au Parti socialiste, de le conduire, mais il faudra un rassemblement, c'est une certitude. La primaire a montré qu'on pouvait avoir dans la gauche du débat, y compris avec des différences, sans s'invectiver et avec à la fin une belle image de rassemblement. Ça n'efface pas tout, mais c'est une dynamique qui est lancée. L'élan ce soir, selon vous, il est suffisant pour modifier le rapport de force avec Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron? Nous verrons dans les jours qui viennent. Vous savez, quand on a lancé la machine, on nous a dit il n'y en aura pas. Ce soir, il y a beaucoup plus de votants que ce que nous pouvions imaginer. Il y a une autre dynamique qui est en œuvre. Le président de la République a tweeté ce soir sur la finale de handball gagnée par la France. Vous espérez maintenant un signe de sa part en faveur du candidat du Parti socialiste? D'abord, il a eu raison de tweeter. Moi, j'ai sauté de joie dans cette cour ici tout à l'heure devant les résultats d'une formidable équipe de France que l'on suit depuis des années. Moi, j'attends du président de la République qu'il s'engage dans le débat de cette élection présidentielle. Il l'a déjà fait en rappelant que quand on commence à en diminuer les protections sociales, quand on commence à en affaiblir les services publics, quand on commence à en affaiblir la fraternité républicaine, la France n'est plus la France. Il l'a déjà dit à plusieurs reprises depuis l'annonce de sa décision de ne pas être à nouveau candidat. Je suis convaincu qu'il le redira dans les semaines qui viennent
pour indiquer le chemin que la France ne peut en aucun cas emprunter. Merci Christophe Borgel. Merci Ludovic Faux à la haute autorité. Un nouveau plateau et de nouveaux invités nous ont rejoints pour cette émission spéciale consacrée à la primaire de la gauche. Un petit détour du côté des résultats avant pour vous redire la victoire de Benoît Hamon ce soir avec 58,89% des voix et 41,11% pour Manuel Valls sur 76% des bureaux de vote. Corinne Erel, vous êtes avec nous. Bonsoir. Vous êtes députée socialiste des Côtes-d'Armor et soutien d'Emmanuel Macron. Raquel Garrido, porte-parole de la France Insoumise. On le rappelle, la France Insoumise sont les proches de Jean-Luc Mélenchon. Et la Kribi, bonsoir. Vous êtes conseillère régionale socialiste d'Île-de-France, porte-parole de Benoît Hamon et Isabelle Le Calenep. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée Les Républicains d'Ille-et-Vilaine, porte-parole de François Fillon. Alors Corinne Erel, on commence peut-être directement avec vous. C'est une victoire de Benoît Hamon ce soir. Est-ce que vous vous réjouissez dans le camp d'Emmanuel Macron ? C'est pas la question n'est pas de se réjouir ou pas. D'abord, moi, je voudrais commencer par saluer l'ensemble des personnes qui sont allés voter à cette primaire. Ensuite, c'est vrai que nous avons, une approche différente sur le fondé, en fait, des primaires. Vous avez refusé toujours de participer à cette primaire. parce qu'il nous semble qu'il est quand même difficile quand on a pu exprimer à la fois des différences, voire des divergences, d'arriver à recomposer et à relancer une dynamique. Ce n'est pas notre choix. Je pense que bien souvent, lorsque l'on est dans une primaire, soit on édulcore un petit peu son Mais Corinne programme, c'est la défaite de Manuel Valls ce soir. Est-ce que quand même, c'est pas une bonne nouvelle dans le camp d'Emmanuel Macron? Mais nous, on a notre chemin et on ne varie pas, qui est de dire de rassembler le maximum de Français avec nous sur le projet que nous allons proposer. De quoi poser un petit peu le débat. On va écouter le gagnant de cette primaire. Il s'appelle Benoît Hamon. Écoutez. Ce soir, la gauche relève la tête, elle se tourne vers le futur et elle veut gagner. S'il existe des différences, les idées en partage sont si nombreuses. Jamais les forces de progrès ne perdent à se parler, à construire ensemble. Dès lundi, je proposerai donc à tous les candidats à cette primaire, mais aussi à tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche et l'écologie politique, en particulier Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, de ne penser qu'à l'intérêt des Français aujourd'hui. Voilà, on vient d'entendre Benoît Hamon, Raquel Garrido, une main tendue à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous aussi, vous tendez la main de l'autre côté ? Écoutez, nous sommes des gens polis, donc si Benoît Hamon souhaite nous voir, il n'y a aucun problème pour se voir. La question maintenant, c'est pourquoi faire? Si le Parti Socialiste veut venir nous voir pour nous dire de toutes affaires cessantes à stopper notre magnifique campagne autour de Jean-Luc Mélenchon, ça, ce serait de l'arrogance solférinienne qu'on ne peut pas accepter. Et puis, fondamentalement, il y a une question du programme. Si vous voulez, Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas seul. Aujourd'hui, on a désigné déjà plus de 400 candidats aux législatives qui vont défendre le programme L'Avenir en commun, tous les aspects de ce programme, chaque lettre, chaque mot, chaque chapitre de ce programme. Et on aura au final, j'espère, 577 candidats. Or, Benoît Hamon, lui, combien y a-t-il de candidats désignés du Parti Socialiste qui vont défendre son début de programme? Parce que moi, il me semble... Tous les candidats investis aux législatives. Ah, vous pensez ça vraiment? Certainement. Je ne sais pas ce que j'ai cru vous allez nous le dire. Des interventions publiques qui ont eu lieu d'ores et déjà, de la part des députés loyalistes à François Hollande qui ont voté le CICE, qui n'ont rien dit face au 49.3 et qui demandent aujourd'hui, qui font une sorte de fronde vis-à-vis de Benoît Hamon et qui demandent de pouvoir défendre leur propre programme aux législatives. Et donc, qui vont peut-être aller chez Emmanuel Macron, qui vont vous rejoindre, c'est ça? Non, ceux-là, je ne vois pas pourquoi ils nous rejoindraient. Ils sont pro-François Hollande, pro-Manuel Valls. Bon. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'il me semble qu'il y a un problème lorsque vous avez un candidat à la présidentielle qui porte un certain programme, qui reste à préciser, évidemment, parce qu'il n'est pas encore tout à fait complet, celui de Benoît Hamon, mais que par derrière, ce que vous avez le deuxième effet qui se coule, en fait, les candidats à la législative, qui sont pour l'essentiel des hollandistes, les frondeurs pro-Benoît Hamon ont été quand même un peu écrémés. Mais on a vu que les sympathisants de gauche s'étaient largement déplacés ce soir. C'est quand même une mauvaise nouvelle pour Jean-Luc Mélenchon. Benoît Hamon va pouvoir garder peut-être ses sympathisants de gauche qui se sont déplacés pour voter pour lui ce soir. C'est pas du tout une mauvaise nouvelle pour nous, parce que si on regarde ce qui s'est passé, il y a eu Nicolas Sarkozy qui a été dégagé, Alain Juppé qui a été dégagé, François Hollande qui s'est auto-dégagé, Manuel Valls ce soir qui est dégagé.
bon, bah donc il se passe quelque chose dans ce pays. Sortez et ce les qui se sortants. passe, c'est le dégagisme. Voilà, c'est le dégagisme. Isabelle de Kelennex, vous entendez ce message? Parce que François Fillon, il en faisait peut-être un peu partie aussi. Oui, non, mais ça me fait sourire la façon dont vous le dites. Moi, je veux dire que ce soir, nous attendions le résultat de cette primaire, bien évidemment, les partisans de François Fillon. Nous voulions savoir qui étaient nos adversaires. Donc, ça y est, maintenant, on le sait. Pour la gauche, Benoît Hamon, pour la gauche, Emmanuel Macron, et pour la gauche, Jean-Luc Mélenchon. Donc, maintenant, les choses vont aller, je dirais, en amplifiant. Vous allez, en effet, présenter vos idées, votre projet. Je doute que ce soit facile pour Benoît Hamon de rassembler toute la gauche, y compris celle qui a voté pour Manuel Valls. C'était quand même pas votre premier choix, Benoît Hamon. Contrairement à nous, il y a quand même des divergences très très fortes entre les deux candidats, leur projet de société, leur vision du pays, et on l'a vu à travers les débats. Moi, je les ai écoutés, c'était très intéressant. Comme je pense qu'il y a des personnalités de gauche qui ont regardé nos débats, la primaire de la droite et du centre, et je pense que nous étions plus proches, tous nos candidats, nos 7 candidats étaient plus proches les uns des autres. Et la Cribi, le rassemblement est en marche. Est-ce que ce rassemblement peut se faire aussi bien qu'à droite? Non, mais d'abord, je veux quand même qu'on se félicite de la participation forte qu'on annonce pour ce deuxième tour, parce qu'il y a près de 2 millions de Alors, 2 fois Français. moins que pour la primaire de la droite, puisqu'Isabelle Le Callennec est avec nous. Mais personne n'attendait qu'il y ait 4 millions Alors à quoi de attribuez-vous votants. D'abord, cette parce qu'on plus forte est, participation? parce que quand on est dans l'opposition, c'est pas tout à fait la même chose que quand c'est la majorité. Raquel l'a rappelé, on a une gauche qui à ce stade est encore un peu divisée, donc l'objectif c'était pas de faire 4 millions d'électeurs, et d'ailleurs pour aucun commentateur Donc c'est politique, la dynamique, c'est ça. C'est une dynamique forte avec Benoît Hamon qui était à 7% dans les sondages il y a quelques semaines et qui une dynamique qui se confirme. Un sondage ce soir, Kantar-Sofres, Benoît Hamon est numéro 4 avec 15% des voix devant Jean-Luc Mélenchon qui est à 10%. Vous voyez qui vous prend peut-être des voix, Benoît Hamon, Raquel Garrido. Les sondeurs, ils ont un problème. D'abord, franchement, je peux le dire, je m'étonne que les médias, vous vous appuyez encore sur les sondeurs après les successions d'erreurs qu'ils n'arrêtent pas de faire. C'est quand même une photo à un instant T. Quand apprendrez-vous Ce n'est pas prédictif, Raquel Garrido. Eh bien justement, alors ça sert à quoi? Alors ça sert à quoi? Vous savez, les gens qui nous regardent à la maison, ils sont fatigués de ces injonctions, de ces tentatives de manipulation. Et pourquoi? Mais c'est ce qui compte ce soir, en tout cas. Les sondeurs se trompent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas lire le dégagisme, justement. Il y a des millions de Français qui aujourd'hui s'abstiennent, qui n'ont pas encore décidé, qui détestent à peu près tout le monde, parce que quand on entend l'affaire Pénélope et François, c'est pas engageant pour revenir s'intéresser à la présidentielle. Et les sondeurs ne savent pas parler de ça, ils n'en parlent jamais, ils vous donnent des chiffres comme si tout le monde était déjà sûr de ce qu'ils allaient voter. La stratégie de Jean-Luc Mélenchon, ça n'est pas de recomposer les appareils de la gauche, les partis de la gauche, c'est d'aller chercher la grande masse Donc, des citoyens. Donc il n'y a pas de rassemblement possible au sens où on entend rassemblement d'union avec Benoît Hamon. Mais de toute façon, Benoît Hamon ne le propose même pas. Ah mais si, il l'a proposé dès ce soir, rassemblement avec Yannick Jadot et avec Jean-Luc Mélenchon. Écoutez bien ce qui est dit. Écoutez bien Programme ce qui est de dit. gouvernement. Aujourd'hui, vous avez entendu Manuel Valls parler tout à l'heure. De quoi il parle sur le fond? Il revient sur la question du travail. Quelle va être la proposition réelle de Benoît Hamon sur la question du revenu universel? Est-ce qu'il va continuer de mettre de l'eau dans son vin comme il l'a fait au débat de primaire à l'entre-deux tours et revenir à une sorte d'allocation d'études, etc. Donc, il est prêt peut-être à des inflexions ce soir pour que vos programmes puissent se retrouver la Cribi. Depuis le début de cette campagne, la position de Benoît Hamon, c'est évidemment de rassembler à gauche avant tout, c'est-à-dire avec Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et tous ceux. Mais rassembler, ça veut dire quoi? Parce que là, visiblement, il n'y a pas de. Mais j'insiste sur un point. Le rassemblement avec les échanges qu'il pourra avoir avec les dirigeants et les autres candidats de gauche à la présidentielle, c'est une chose. Mais je veux quand même qu'on insiste sur le fait que les électeurs de gauche n'appartiennent à aucun des candidats. Et le rassemblement, il se fait avant tout sur des propositions et sur une plateforme programmatique dont je pense, moi, qu'elle peut être partagée avec un certain nombre de dirigeants à gauche, de porte-parole de la gauche. Alors le rassemblement de la gauche, le rassemblement du PS aussi. On n'est plus dans une affaire de boutique ou de parti, on est dans une dynamique qu'on a la responsabilité de Je vous propose lancer la Cribi dès demain. D'écouter Manuel Valls qui, lui, s'est exprimé et a souhaité la victoire de Benoît Hamon et lui a souhaité bonne chance. Benoît Hamon l'a emporté, nettement. Et je tiens chaleureusement à le féliciter. Je l'ai appelé il y a un instant et nous nous retrouverons dans un instant rue de Solferino. J'ai depuis toujours le sens de l'action collective et de la loyauté. Je suis profondément attaché au respect des engagements pris. Benoît Hamon
est désormais le candidat de notre famille politique. Et il lui appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement. Je veux lui souhaiter bonne chance pour le combat qui est devant lui. La belle mission du rassemblement, ça c'est quelque chose qui est peut-être possible. Vous l'entendez, vous? Parce que peut-être que demain matin, il y aura aussi des discussions entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron. C'est imaginable. Il n'en a pas parlé ce soir dans son discours. Ce n'est pas ce que souhaitait visiblement Benoît Hamon dans son discours. Voilà. Jamais oublier une chose. Non, pas du tout. Moi, non, mais ça veut dire surprise. En France, il y a à peu près 45 millions d'électeurs. Donc, il ne faut jamais oublier ce chiffre-là. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Isabelle Le Callennec, la démarche d'Emmanuel Macron, c'est de rassembler sur un projet de transformation des personnes qui ont des sensibilités différentes, mais qui sont capables de porter et de se dépasser sur un projet ensemble. Donc, il y a effectivement des personnes venant de la gauche socialiste comme moi, des personnes du centre, mais également des personnes écologistes et certaines venant également de la droite. Vous tendez plus la main à la droite qu'à Benoît Hamon ce soir? Pas du tout. Vous vous retournez tout de suite vers vous l'entendez, la candidate de la droite. Attendez, comme ça. Vous l'entendez comme ça? Je rebondis sur ce que disait Isabelle Le Callennec. Moi, je pense que la capacité de rassemblement, elle est forcément sur des accords de programme ou de transformation. Ce que j'observe dans les primaires, et quelle que soit la primaire, que ce soit la primaire de la droite ou que ce soit la primaire de la gauche, et c'est ce que vous disiez d'ailleurs un petit peu tout à l'heure, pour pouvoir rassembler, il faut encore que vous soyez d'accord sur un certain nombre d'orientations centrales, autour par exemple du travail, autour des questions migratoires, autour de l'Europe, etc. Et bien souvent, les primaires, soit on édulcore son projet pour pouvoir rassembler, sinon on n'arrive pas à rassembler. Isabelle Le Callennec, l'exemple François Fillon. Et le fait de ne pas participer aux primaires, c'est le moyen pour votre candidat de ne s'exprimer à peu près sur aucun des sujets dont vous venez de parler. Moi, je rends hommage à ceux qui ont eu le courage d'être candidats à nos primaires, que ce soit de la gauche ou que ce soit de la droite et du centre. Parce qu'au moins, il y a eu un vrai débat démocratique. Les médias ont relayé ces débats et les Français qui se sont déplacés, ils ont pu juger et jauger du programme, du projet et de la personnalité. Donc la légitimité est plus forte quand le candidat est sorti de la primaire. La légitimité est beaucoup plus forte. Et s'agissant de votre candidat, il nous dit qu'il est ni de droite ni de gauche. En effet, jusqu'à présent, il se met en retrait. Tout juste s'il ne nous annonce pas qu'il nous annoncera quel est son projet une fois la présidentielle passée. Et ça, les Français, ils ont besoin pour aller se déplacer et pour voter et pour reprendre confiance dans la politique, qu'on leur dise clairement les choses. Donc vous comprenez que ce soit la cible, c'est donc Emmanuel Macron. J'observe que si Emmanuel Valls a été éliminé, c'est parce que précisément François Hollande a été élu sur un projet qu'il n'a pas conduit ce projet et que donc il a été rejeté et que donc Manuel Valls, qui était son comptable, a été aussi éliminé. À droite, et on Monsieur Macron, qui a été aussi dans les équipes de Monsieur Hollande, subira, à mon avis, le même sort que Manuel Valls. Donc encore une fois, nous, ça nous sert à tous de leçon. Quand on avance des propositions pendant une campagne électorale, c'est pour les tenir une fois qu'on est. Je vous interromps une petite seconde parce que nous devons aller jour après jour au siège, enfin en tout cas là où se retrouvaient les partisans de Manuel Valls. On va retrouver Delphine Gérard avec François Loncle, député socialiste. Oui, Mickaël, pour une réaction de François Loncle, vous faites partie de ces parlementaires qui avaient dit il y a quelques jours qu'en cas de victoire de Benoît Hamon, vous appelleriez à voter pour Emmanuel Macron. C'est toujours le cas. Est-ce que le mouvement s'amplifie? Je n'ai jamais dit que j'appellerais à voter pour Emmanuel Macron. J'ai dit que, et je maintiens ce soir, que je ne peux pas approuver le programme de Benoît Hamon. Je félicite le vainqueur. J'ai de la sympathie pour l'homme que je connais bien, avec lequel j'ai travaillé à l'Assemblée, mais son programme est inacceptable, en termes électoraux invendable, et que sur des points fondamentaux, le revenu universel, la fiscalité que cela engendrerait, c'est-à-dire la pénalisation des classes moyennes, et puis aussi un discours sur la laïcité que je trouve encore beaucoup trop ambigu, et cette proposition absurde du 49.3 citoyen qui empêcherait les lois fondamentales d'être votées sous prétexte que des lobbies ou quelques dizaines de milliers de citoyens s'y opposeraient. Il y a quand même une tentation Macron pour vous ce soir? C'est trop tôt pour le dire. Chaque chose en son temps. Nous nous réunissons. Nous ne voulons pas prendre de décisions individuelles, mais plutôt collectives. Nous voyons si Benoît Hamon est capable de modifier largement son programme. Et après, nous aviserons.
mais pas maintenant. Nous sommes déjà à une date qui nous permet de réfléchir, de décider en conscience et de décider aussi avec les autres candidats que nous pourrions soutenir, car il y a des choses chez Emmanuel Macron qui ne me plaisent pas trop. Par exemple, quand il fait allusion, je crois qu'il a arrêté de le faire, au ni gauche ni droite, c'est pas ma tasse de thé. Donc on discute avec Benoît Hamon, on discute avec Emmanuel Macron et ensuite on se détermine librement. Merci beaucoup François Loncle pour cette réaction en direct. Voilà, Mickaël et Brigitte, on voit derrière moi la tribune à laquelle Manuel Valls a prononcé son discours est en train d'être démontée ici. Merci Delphine Girard. Oui, et puis effectivement, peu de monde derrière vous du côté de Manuel Valls. Et là, Kribi, vous avez entendu François Loncle. En fait, la fronde s'est inversée finalement maintenant. Ce sont les députés socialistes légitimistes qui sont devenus frondeurs et que vous aurez peut-être dans votre majorité ? Non, mais c'est pas, il n'y a pas d'histoire de fronde là. En effet, vous avez raison, il y a eu une séquence politique qui a fait que on a eu un gouvernement et des parlementaires nombreux qui ont soutenu Manuel Valls. Qui n'ont pas forcément appliqué la politique pour laquelle ils ont été élus. Je pense que ça contribue aussi au fait qu'aujourd'hui, l'alternative Benoît Hamon, avec un projet qui permet de préparer le futur et qui s'appuie sur un certain nombre de réussites. Mais Benoît Hamon, il veut rassembler Yannick Jadot, il veut rassembler la gauche, il faut déjà rassembler son camp, il faut déjà rassembler le Parti socialiste qui est très divisé là ce soir. C'est la primaire qui a permis de rassembler. Je vous rappelle vous trouvez que François Loncle est rassemblé ce soir. Tous ceux qui ne soutiendront pas le programme de Benoît Hamon et qui sont aujourd'hui investis aux élections législatives. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous allez leur dire, dans ces cas-là, vous n'êtes plus investis par le parti, vous allez rediscuter avec eux, il faut tout remettre sur la table? Non, mais si ces candidats disent qu'ils ne sont pas prêts à porter le programme du Parti socialiste et de son candidat, enfin, je veux dire, à un moment, il y a des solutions. Ils n'auront pas la restitution socialiste. Je pense que madame, vous ne serez pas candidate au titre du Parti socialiste. Vous êtes aujourd'hui députée socialiste, vous êtes candidate de Macron, vous ne serez plus candidate. C'est aller chez Emmanuel Macron. Mais ça va être l'hémorragie vers Emmanuel Macron, alors peut-être. Ils feront un choix. Il y aura des options. Il y aura des options avec Benoît Hamon ou partir chez Emmanuel Macron. Il y aura des options politiques. Écoutez, moi, ce qui nous importe, vous avez bien vu que les soutiens des barons, des sénateurs et des députés, ça ne pèse pas grand-chose dans la société au regard du résultat de ce soir. Mais c'est eux qui sont investis aux élections. Il y a 200 députés qui soutiennent Manuel Valls, ça lui a pas permis de gagner. D'accord. Est-ce que vous pensez pouvoir récupérer Corinne Evel? Ce qui va compter, c'est de rassembler le nombre de députés valsistes quand même autour d'un projet qui a suscité l'adhésion. Corinne Evel. Si je peux me permettre, moi je suis aux côtés d'Emmanuel Macron depuis le lancement de sa démarche. Donc j'ai toujours été transparente, claire sur mes engagements. Donc je pense que c'est une surprise pour personne. Moi je m'engage parce que je souhaite qu'il y ait une gauche également du réel. Donc M. Macron est de gauche. Mais si je viens de vous dire, alors vous êtes croyez qu'il était de gauche. C'est le cri du cœur, nous appelle le Calénec. À comprendre manifestement. Oui, on a beaucoup de mal, mais les Français aussi ont beaucoup de mal. Bah écoutez, je ne crois pas, d'après ce que je vois, je lis notamment ce soir, je ne suis pas sûre qu'ils aient au contraire, mais qu'ils apprécient peut-être une démarche où on est capable à un moment de se dépasser et de conforter des gens qui ont des sensibilités, encore une fois, différentes. Ce qui est important, encore une fois, c'est de présenter un projet de transformation sur lesquels chacun s'engage. Donc, on a une dynamique qui est avec nous. Moi, on est bien évidemment ouvert au rassemblement. Corinne Evel, vous êtes ouvert au rassemblement. Est-ce que vous appelez quand même des députés socialistes, valsistes, hollandais à venir vous rejoindre dès demain? Tous ceux qui se reconnaissent, encore une fois, on est logique jusqu'au bout dans notre démarche. Et on aperçoit sur ces images Benoît Hamon qui retourne à la mutualité. Benoît Hamon avec effectivement une nuée de caméras et notre journaliste Valérie Brochard qui est là également. Benoît Hamon acclamé par l'ensemble de ses sympathisants. Quelques premiers mots, on ne sait jamais, Valérie Brochard, si vous nous entendez, si vous arrivez à approcher, on ne sait jamais, le nouveau candidat à l'élection présidentielle. Candidat socialiste à l'élection présidentielle. Donc je reste là. Voilà, vous voyez que Benoît Hamon qui arrive auprès de ses partisans à la mutualité est attendu avec impatience aussi par ses partisans, j'imagine, pour une soirée de fête. Et alors que là, on le voit sur ces images, tous les journalistes, évidemment, qui sont autour de Benoît Hamon. On vous fera vivre, évidemment, dès que possible, si jamais on a une réaction. Vous vouliez, Raquel Garrido, vous exprimer. Oui, je veux rebondir sur l'information importante que rappelait Ella Kribi, c'est que 200 candidats investis au moins
sont avec Valls aujourd'hui. Donc, Benoît Hamon, il faudra qu'il décide effectivement de savoir s'il va imposer le même programme à tout le monde ou pas. Jean-Luc Mélenchon, la 6ème République, c'est dans son programme. Le droit de révoquer les élus, c'est dans son programme. La prise en compte du vote blanc dans le suffrage exprimé, c'est dans son programme. Les candidats de la France Insoumise ont signé une charte, ils acceptent le principe de leur propre révocabilité. Donc si les personnes souhaitent vraiment ce bouleversement de la démocratie française, des nouveaux droits, des garanties démocratiques solides, on sait qu'il y a à la fois un candidat, Jean-Luc Mélenchon, et les candidats aux législatives de la France Insoumise qui vont le porter. Pour ce qui est du Parti socialiste, on voit bien que ils ne sont pas en mesure de porter ce dégagisme dont je parlais tout à l'heure, puisque la moitié de leur dispositif, de toute façon, est loyal à l'ancien système. Pour l'instant, à Calgarido, il y a une ambiance du tonnerre, visiblement, à la mutualité, pour la victoire de Benoît Hamon, qui a du mal à se frayer un chemin au milieu de toutes ces caméras. Qui va regagner le pupitre, où il va peut-être à nouveau s'exprimer, Benoît Hamon. Voilà, il faut le dire à Solferino avant pour la poignée de main historique avec Manuel Valls, puisque Benoît Hamon, voilà, les points levés, un signe de victoire, bien entendu. Effectivement, la victoire ce soir, une victoire assez nette, hein, même très nette pour Benoît Hamon devant Manuel Valls. 58,88%, 41,12% pour Manuel Valls, et on l'a vu donc sur ces images, les scènes de liesse avec les équipes et les partisans de Benoît Hamon. Nous accueillons sur ce plateau Nicolas Bay, qui nous a rejoint, député européen du Front National. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas Bay. Ça vous a surpris, vous, la victoire de Benoît Hamon ? Non, j'ai pas été surpris. Moi, ce que je vois surtout, c'est que finalement, ces primaires, à droite comme à gauche, elles sont contraires aux institutions de la Ve République, parce qu'elles poussent finalement à une forme de nombrilisme politique. Hein. On se regarde à l'intérieur du parti, les différents courants, les différentes sensibilités, et à la fin émergent finalement des candidats par défaut. C'était vrai avec un candidat par défaut. Candidat par oui, défaut. Et la Cribie, quand on a vu, c'est-à-dire que c'est le rejet à la fois de François Hollande, qui n'a même pas pu se présenter, et de Manuel Valls, qui fait que ce soir, c'est Benoît Hamon qui est candidat. D'accord, il fait 60% des voix. Être désigné par plus d'un million de personnes, c'est déjà mieux que d'être désigné par soi-même. Non, pas du tout, parce qu'en l'occurrence, Marine Le Pen, elle a fait 28% des voix, c'est à 6 millions ou 7 millions d'électeurs de l'année régionale. Dans le grand parti démocratique qui est le Front National, évidemment, c'est bien connu. Bien sûr, mais vous savez, organiser de façon artificielle des primaires, c'est-à-dire une élection présidentielle à 4 tours, je pense pas que ce soit très démocratique. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tout le monde a bien compris que Benoît Hamon, non seulement il sera pas président de la République, mais est-ce que même il pourra aller au bout de sa candidature ? C'est pas un candidat sérieux pour vous, Benoît Hamon ? Non, je dis pas qu'il est pas sérieux, je porte pas de jugement sur le personnage, mais je vois surtout que beaucoup au Parti Socialiste vont sans doute soutenir la candidature d'Emmanuel Macron, et finalement, est-ce qu'ils n'ont pas désigné aujourd'hui, je rappelle que c'est 3% des Français qui ont voté pour lui, c'est pas 60%, c'est en réalité ceux qui se sont déplacés à cette primaire. Est-ce qu'ils n'ont pas choisi finalement celui qui va être le premier secrétaire d'un Parti Socialiste affaibli, voire peut-être le liquidateur de ce Parti Socialiste ? Moi, je vois aussi, et c'est peut-être le plus important, que le Parti Socialiste, avec Benoît Hamon, se détourne définitivement du peuple de France. C'est le candidat du communautarisme, c'est le candidat de l'islamisme, dont les porte-paroles Ramzi Hamadi et Alexis Bachelet sont allés à une réunion. N'est même pas soutien. Et la Cribie, le candidat du communautarisme. Alexis Bachelet est allé à la réunion. Je sais que Ramzi Hamadi porte un noir arabe, donc ça vous chiffonne un peu, non, pas du tout. Il soutient même pas Benoît Hamon. Désolé. Alexis Bachelet, qui est son porte-parole, est allé à la réunion du CCIF, qui est une organisation islamiste en lien étroit avec la mouvance islamiste, avec pas du tout. C'est évidemment très grave. Et on a vu d'ailleurs les déclarations quand par exemple Benoît Hamon justifie le fait qu'il y ait des cafés où les femmes sont interdites. On voit bien qu'il ne défend pas les valeurs de la République. Bon, voilà, vous aurez des mots pour la campagne qui commence. Et je crois qu'il y a beaucoup de Français qui votaient encore pour le Parti socialiste, qui sont amenés à s'en détourner totalement. On peut pas aller loin avec ce type d'argument. C'est assez caricatural. Ouais. Bon. Ça correspond à la réalité, mais je comprends que ça vous chiffonne. Si on fait un petit peu un résumé de la soirée, nous reste à peu près 5 minutes ensemble. Raquel Garrido, Benoît Hamon, pour vous, un espoir, un problème pour la campagne, une épine dans le pied pour Jean-Luc Mélenchon? Allez, non, le Parti Socialiste devait désigner son candidat. Ce soir, le candidat du Parti Socialiste est désigné, c'est très bien. C'est tard, l'élection n'a lieu que dans 12 semaines, là, donc c'était un peu tard. Nous sommes en campagne depuis le mois de février, et nous parlons à qui? Nous ne parlons pas à ces Français qui sont déjà politisés, déjà proches des partis ou des candidatures. Nous donnons comme ambition de parler aux 43 millions de personnes qui n'étaient pas allées voter à la primaire du Parti Socialiste aujourd'hui. Et c'est un défi qui est ambitieux, certes, mais qui doit nous permettre de passer au deuxième tour et d'obtenir enfin cette constituante dès mai 2017. Avec des discussions qui peuvent commencer, oui, non? Écoutez, le Parti Socialiste, s'il est pour l'Assemblée constituante, s'il est pour le droit de révoquer les élus,
Très bien. Vous allez vous voir très rapidement moi, si du côté de Benoît Hamon, du côté s'est engagé à faire de ça, Jean-Luc Mélenchon. et que j'ai pas envie de soutenir des candidats qui sont pour le cumul, qui cumulent eux-mêmes, qui. Le non cumul, c'est ce qui est passé à l'Assemblée. Discussion est ouverte. Est-ce que vous acceptez par exemple le principe de votre propre révocabilité? Est-ce que vous allez l'exiger de vos candidats? Benoît Hamon lui-même accepte d'être révocable. Quand on prône une 6e République, on ouvre le débat sur la question, sur ces questions-là, sur les questions institutionnelles. Nous, on a fait des propositions claires sur le 49.3 citoyen, notamment qui redonne le pouvoir au peuple, justement pour rejeter une loi. Ça, c'est une idée sur laquelle vous pouvez vous rassembler, le 49.3 citoyen, par exemple. Le même esprit, c'est comment on redonne en cours de mandat plus de pouvoir aux citoyens. C'est intéressant. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit dont je pense parce que il me semble qu'elle conduit à donner à 1% des citoyens le droit de faire beaucoup de référendums en permanence. Ça nous transforme en la Suisse. Et je pense c'est un peu difficile. Le candidat du peuple, c'est Marine Le Pen, Nicolas Bay. Quand vous entendez le 49.3 citoyen, on redonne la parole au peuple. Une république référendaire, c'est-à-dire que sur les grandes orientations, on donne la parole au peuple par référendum. Je pense que pour le reste, c'est bien gentil de vouloir révoquer les élus en cours de mandat, etc. Il faudrait surtout que ceux qui sont élus tiennent leurs engagements de campagne. C'est exactement le contraire de ce qui s'est passé et avec la droite et avec la gauche. Quand vous avez Nicolas Sarkozy qui dit « je vais baisser la dette de la France, il l'augmente de 600 milliards, je vais diminuer l'immigration, 200 000 entrées par an, je vais diminuer le chômage, 1 400 000 chômeurs supplémentaires », que vous avez François Hollande 5 ans après qui dit exactement la même chose, 450 milliards de dettes publiques supplémentaires, 1 100 000 chômeurs. Un mot, Corinne Erel, pour terminer la soirée quand même. Nicolas Bay, je vous arrête. C'est au moment des élections que le peuple choisit. À condition évidemment. Les enseignements que vous tirez. À condition évidemment que les modes de scrutin. Raquel Garrido. On ne s'entend plus sur ce plateau. Le dernier mot, Corinne Erel. Non, moi je pense qu'il faut continuer, nous continuons notre chemin pour rassembler sur une offre et un plan de transformation qui soit clair, crédible et efficace. Et le rassemblement, tous les rassemblements sont bienvenus. Dernier invité de la soirée, Olivier Faure. Tous les rassemblements derrière vous. Tous les rassemblements derrière Emmanuel Macron. Question, est-ce que vous assumez? Emmanuel Macron a été 2 ans, 3 ans pratiquement secrétaire général de l'Élysée et 2 ans à Bercy avec un bilan 400 000 chômeurs Olivier Faure nous attend en duplex. Est-ce que vous assumez le bilan d'Emmanuel Macron qui est en fait le bilan du quinquennat? Oui, non. Emmanuel Macron assume ses responsabilités. Je vous rappelle qu'il a démissionné fin août pour porter un autre projet. C'est dit. Voilà. Olivier Faure nous attend, c'est le président. Il veut faire oublier Olivier Faure aux côtés de Valérie Brochard. Oui, absolument, Brigitte. Olivier Faure, bonsoir. Vous êtes le chef des députés socialistes à l'Assemblée nationale. Un sentiment sur cette soirée? Nous avons un processus qui a commencé il y a quelques semaines, qui a fait honneur à la gauche, avec de beaux et grands débats, et un choix maintenant qui est un choix clair, net, et qui nous permet d'avoir un candidat que nous allons tous soutenir et nous battre jusqu'à la fin pour qu'il puisse être le futur président de la République. Voilà. Tous sans exception? Je pense qu'il y aura des exceptions, forcément, mais pour l'essentiel, je pense que tout le monde aura à cœur de prolonger une histoire qui a commencé bien avant nous, qui est celle de la gauche, et à laquelle nous tenons beaucoup. Et donc nous sommes là, ensemble, et je pense que nous aurons tous cette semaine à cœur de nous retrouver et de soutenir le candidat en lui permettant aussi de faire évoluer son projet pour rassembler l'ensemble des socialistes et plus largement l'ensemble de la gauche. C'est quoi la suite du programme maintenant? La suite du programme, mais bosser encore, convaincre, parce que vous le savez bien, nous ne sommes pas les favoris dans cette élection présidentielle et qu'il y a beaucoup de travail de conviction à mener. Et ce travail, il faut l'entamer dès demain matin. Merci beaucoup Olivier Faure, merci beaucoup. Merci Valérie, très bonne soirée à vous. Et cette image, on va terminer avec cette image de fin avant de remercier nos invités. Merci en tout cas de votre participation. Voilà cette image de fin entre Manuel Valls et Benoît Hamon, vainqueur de la primaire socialiste, qui serre donc la main à Solferino de Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, avec au centre la figure du Parti socialiste, le premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis. Voilà la main levée du côté du vainqueur ce soir. Benoît Hamon qui l'emporte avec 58,89% des voix contre 41,11%. Et Benoît Hamon qui a promis l'ouverture, en tout cas des discussions, et ça commencera dès ce soir. Et demain, il rencontrera le Premier ministre Bernard Cazeneuve à Matignon. Très bonne soirée à tous sur les chaînes parlementaires. Merci Mickaël, merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous.